Aujourd'hui, on parle de permis de conduire et de voiture. Regarde avec moi cet extrait de classement qui recense le nombre de véhicules pour 1000 habitants et par pays. Pour le cas des États-Unis, par exemple, en Amérique, on a 800 véhicules pour 1000 habitants. Allons sur le continent européen. Pour le cas de l'Allemagne, par exemple, on a 600 véhicules pour 1000 habitants. En Belgique, 500 véhicules environ pour 1000 habitants. Pareillement en France, avec 500 véhicules environ pour 1000 habitants. Allons sur le continent africain. Prenons le cas de l'Algérie, par exemple. On a 150 véhicules pour 1000 habitants. Si on va en Égypte, on a 100 véhicules pour 1000 habitants. Et si on décide de switcher sur l'Afrique subsaharienne, avec le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, on a 41 véhicules pour 1000 habitants. 41. Cas du Cameroun, 15 véhicules pour 1000 habitants. Cas de la Guinée, 5 véhicules. 5 véhicules pour 1000 habitants. Vous constatez bien avec moi qu'entre le premier exemple, les États-Unis, et le dernier, la Guinée, on a un fossé énorme. Ce phénomène peut être dû à plusieurs éléments. On peut avoir le niveau économique, on peut avoir la culture de déplacement, on peut avoir la culture de dépense, on peut avoir comme ça plein d'éléments qui justifient ou qui expliquent ce classement-là. Mais ce n'est pas les causes qui m'intéressent dans cette vidéo. Ce qui m'intéresse, c'est les conséquences de ces causes-là. Et la conséquence directe, c'est que l'envie ou l'ambition de posséder une voiture est moins développée dans l'imaginaire d'un Africain que ça le serait dans l'imaginaire d'un Européen ou d'un Américain. Appliquons ce constat dans ce qui nous intéresse le plus ici, donc la diaspora africaine. On remarque que les jeunes Africains vivant en diaspora ont moins cette envie-là de posséder une voiture ou un permis de conduire. Et même lorsqu'ils ont l'envie, ils passent très peu à l'action. Ici, on en parle en 3 parties. Première partie, je te donne 5 raisons de faire ton permis de conduire. Deuxième partie, je te raconte mon histoire personnelle sur le permis de conduire, comment je l'ai échoué. Et en troisième partie, je te dis comment faire ton permis de conduire. On va parler des procédures. Quelles sont les étapes pour obtenir son permis de conduire? On t'avait dit que sur Diaspora africaine, on parlait de tous les sujets qui animent le quotidien des jeunes Africains de la diaspora. C'est bon? Allons. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Diaspora africaine. Alors moi c'est Wilfried Zemtsa et ensemble avec tous les autres intervenants de la chaîne on te parle Afrique, on te parle diaspora et surtout on parle entre jeunes. En effet ici on aborde tous les sujets qui animent le quotidien des jeunes africains de la diaspora et on en parle dans le but d'en faire des armes de développement massif. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Liker et surtout partager pour élargir le canal de diffusion. Alors aujourd'hui, on parle de permis de conduire. Première partie, c'est les 5 raisons de faire ton permis de conduire. La première raison, c'est que le permis de conduire est une pièce d'identité. Lorsqu'on est un ressortissant étranger dans un pays, on a principalement 3 documents qui permettent de nous identifier. Le premier document, c'est le passeport qui nous est délivré par le pays d'origine, notre pays d'origine. Le deuxième document, c'est le titre de séjour qui est délivré par le pays d'accueil. Et le troisième document, c'est le permis de conduire qui, lorsqu'il est délivré par le pays d'accueil, constitue une pièce d'identité. Alors ça, c'est un grand atout parce que ça permet d'utiliser ce document-là lorsqu'on a égaré les 2 documents précédents, oublié ou même choisi délibérément de ne pas se déplacer avec parce qu'il y a bien de personnes qui choisissent de garder leurs documents en sécurité à la maison. Donc, ça fait comme ça un troisième document qui peut être utilisé pour notre identification. Mais attention, c'est un document qui permet de justifier l'identité, mais qui ne justifie pas le droit de séjour dans le pays. Donc, si vous vous retrouvez dans une situation où vous devez justifier votre droit de séjour, le permis ne sera plus valide et à ce moment, il faudra utiliser le titre de séjour. Mais lorsqu'il s'agit d'identité pure et simple, d'identification, le permis de conduire est valable. La deuxième raison, c'est l'accomplissement personnel. Le permis de conduire est un projet, un gros projet dont la réalisation peut constituer une source de satisfaction personnelle ou même d'accomplissement personnel. C'est vrai qu'on a dit tout à l'heure que le permis de conduire était une carte d'identité, mais il n'en demeure pas moins que pour l'avoir, il ne suffit pas de faire une demande. Il faut s'inscrire à une formation, suivre la formation, il faut s'entraîner
Et à l'issue, il faut passer un examen. Examen qu'on peut avoir et qu'on peut rater. Dans certains pays d'ailleurs, le taux d'échec au permis de conduire est plus élevé que le taux d'échec au baccalauréat ou à d'autres diplômes. Donc c'est réellement un défi que de s'engager dans un projet comme le passage de son permis de conduire. Donc pour ceux qui aiment les défis, pour ceux qui aiment tout simplement réaliser des projets, ça peut être une réelle source de motivation. Troisième raison pour laquelle tu dois faire ton permis de conduire, l'insertion professionnelle. Lors des processus de recrutement aujourd'hui, et pour la plupart des postes, les recruteurs, les employeurs recherchent des profils avec permis de conduire. Pourquoi? Pour trois raisons. Première raison, la disponibilité. Deuxième, la mobilité. Et troisième, l'accomplissement personnel. Disponibilité. Un profil avec permis de conduire, c'est un profil qui ne te dira pas j'ai manqué mon bus, j'ai manqué mon train a eu du retard, il y a eu des grèves, il y a eu tel, et tout autre aléa qui peut être lié à l'usage des transports collectifs. Mobilité. Un profil avec permis de conduire, c'est un profil qui peut être envoyé en mission, qui peut être envoyé en déplacement professionnel de façon rapide et efficace. Troisième, accomplissement personnel. Un profil avec permis de conduire, c'est un profil qui a eu l'ambition de se lancer dans un projet de réalisation du coup de ce permis de conduire et qui a eu la motivation, qui a eu la persévérance d'aller au bout de ce projet-là. Donc, ça donne une idée de la personnalité professionnelle de cet employé-là. C'est un employé qui demain pourra aller au bout des projets, pourra fournir un travail de qualité et satisfaisant. Après, un habit ne fait pas le moine, bien sûr, mais on reconnaît un moine par son vêtement. Donc, le fait de posséder un permis de conduire peut constituer comme ça un atout considérable, un atout majeur pour se démarquer lors d'un processus de recrutement. Quatrième raison pour laquelle tu dois faire ton permis de conduire, la liberté et la rapidité. Le fait de posséder un permis de conduire te permet de faire ce que tu veux, quand tu veux, comme tu le veux, cela qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige ou qu'il fasse soleil ou peu importe l'état de la météo. Avoir un permis de conduire te donne cette certaine modularité dans ta mouvance qui peut être très bénéfique, d'autant plus lorsqu'on est quelqu'un de très actif dans la vie ou quelqu'un de très spontané. Après, je vois peut-être des gens dire que pour bénéficier de la liberté et de la rapidité octroyée par un permis de conduire, il faut avoir une voiture. C'est certes vrai, mais pas totalement parce que c'est pas le fait d'avoir une voiture ou de projeter d'acheter une voiture qui doit conditionner le passage du permis de conduire. Pas du tout, parce que ce permis, on peut l'exploiter de bien d'autres façons. On peut emprunter une voiture lorsqu'on est face à un besoin urgent. On peut louer une voiture lorsqu'on est face à un besoin urgent. On peut avoir une voiture de service. Un permis de conduire te donne cette possibilité-là. On peut aller en mission avec des voitures de service ou de location. Donc, c'est pas indispensable d'avoir une voiture pour valoriser son permis. Le permis en soi, c'est déjà une grosse étape majeure, très importante, qui, à lui seul, octroie de nombreux avantages. Cinquième raison pour laquelle tu dois faire ton permis de conduire, et pas des moindres, l'anticipation. Je l'ai cité en dernier, mais c'est l'une des raisons les plus importantes pour laquelle tu dois faire ton permis de conduire. C'est qu'un permis coûte de plus en plus cher. Un permis est de plus en plus dur à obtenir. Et un permis, on a de moins en moins de temps pour le faire. Cherté du permis, c'est que tout simplement les grilles tarifaires augmentent, les agences augmentent au fur et à mesure que le temps passe. Les prix forfaitaires pour obtenir le permis de conduire, ce qu'on appelle des PAC. Et cela adossé avec l'inflation, parce qu'il y a une inflation qui est également grandissante avec les années. On se retrouve dans une situation où un permis qui valait par exemple 1 000 € en 2020, avec l'augmentation des prix en agence et l'inflation, il vaudra 1 500 € en 2024. Donc le prix a augmenté de 500 € en 4-5 ans. Donc il y a une réelle opportunité, un réel avantage à effectuer son permis le plus tôt possible. Dureté du permis, donc taux de difficulté pour obtenir ce précieux sésame qui également est croissante avec le temps. Certaines personnes parlent de réduction de la qualité de la formation, tandis qu'à côté, on a des conditions administratives qui sont soit stables, soit à la hausse. Donc la qualité de la formation baisse et les conditions pour passer le permis augmentent. Donc vous vous doutez bien qu'avec un tel écart, le taux de réussite dégringole avec le temps. Donc pour profiter de la meilleure qualité de la formation, l'idéal c'est de se lancer tout de suite. Troisième point, c'est le temps. Le temps qu'on a de disponible pour allouer à ce projet de permis de conduire. Très souvent, les gens reportent à demain, pensant que demain, ils auront
plus de temps. Or que non, la réalité est que on a de moins en moins de temps parce que les obligations professionnelles sont de plus en plus grandissantes. Les obligations personnelles sont grandissantes. Les obligations familiales sont grandissantes, ce qui dégage de moins en moins de temps à allouer à ce projet de permis de conduire. Donc, l'idéal, c'est de le faire maintenant parce que le temps, on en perd. Donc, on arrive au bout de ces 5 raisons. Et moi, je vais les appliquer à mon cas personnel en te parlant de mon expérience avec le permis de conduire. Donc, premier point, c'était l'identification, donc permis de conduire qui peut être utilisé pour justifier l'identité. Moi, je n'ai jamais été confronté à une situation où j'utilise mon permis de conduire à la place d'autres documents parce que je marche toujours avec mes documents sur moi. Deuxième point, c'était l'accomplissement personnel. Le permis de conduire, lorsque je suis allé m'inscrire en auto-école pour faire ce permis de conduire, pour moi, c'était une formalité à accomplir parce que je n'avais pas de permis de conduire avant lorsque j'ai quitté l'Afrique pour le pays où je suis actuellement, pour la France. Mais j'avais une expérience en conduite, certes petite, mais j'avais une expérience qui faisait en sorte que je connaissais la mécanique de la voiture. Donc pour moi, c'était une formalité que d'aller m'inscrire à l'auto-école et passer ce permis de conduire. Et j'ai été un peu désillusionné au fur et à mesure que les heures de conduite passaient. Il y avait de nouvelles choses que je ne connaissais pas, l'environnement de conduite, de nouvelles choses à apprendre. Et c'est passé de formalité à défi. Donc c'est devenu avec le temps euh, un défi à réaliser et un projet qui me tenait de plus en plus en cœur. Et la grosse désillusion, ça a été lorsque j'ai échoué ce permis de conduire pour la première fois. Donc, lors de mon premier passage. Et donc, après ça, j'ai repassé le permis très rapidement. Et à la deuxième tentative, j'ai obtenu le permis de conduire. C'était vraiment une satisfaction personnelle que de décrocher ce document. Pourtant, j'étais parti de base pour remplir une formalité. Donc, cette expérience a été vraiment enrichissante pour moi. Troisième point, c'était l'insertion professionnelle. À chacun de mes entretiens d'embauche, j'ai eu la question du permis de conduire. Donc, j'avais le permis de conduire, donc je ne saurais pas dire si ça a été déterminant ou pas. Mais dans ma mission actuelle, dans mon poste, je suis amené à faire des missions, des déplacements professionnels. Donc, clairement, ce permis, il m'est utile. Donc, si on veut faire une rétro-interprétation, on se rend compte que ça a peut-être été un élément déterminant dans mon processus de recrutement. Donc, quatrième point, c'est la liberté. Donc, le permis de conduire procure réellement un sentiment de liberté. Ça, j'ai pu le constater et le confirmer depuis lors que je l'ai. Et dernier point, c'est du coup l'anticipation. Bon, je suis très content d'avoir anticipé. Hein. Aujourd'hui, je suis content de ne plus avoir à y penser financièrement, de ne plus avoir à y consacrer du temps, de ne plus avoir à y consacrer de la charge mentale, de la charge psychologique, parce que c'est déjà fait, donc parce que j'ai anticipé. Et j'en suis très content aujourd'hui. Donc voilà pour mon expérience personnelle en ce qui concerne le permis de conduire. Et pour entrer dans la dernière partie de la vidéo, on va parler maintenant des procédures. Donc la partie process. Quelles sont les étapes pour obtenir son permis de conduire? Peut-être avant de préciser que ce que je vais dire est valable pour le cas de la France, donc pays où je réside actuellement, mais que c'est également transposable pour certains, si ce n'est la plupart des pays européens. En tout cas, dans la grande majorité de ce que je vais dire ici, ça peut être transposable au moins dans les grandes lignes. Donc, le permis de conduire, l'obtention, donc le process pour l'avoir, moi, je le scinderai en 3 parties principales. Le numéro NEPH, la partie théorique, donc le code de la route, et la partie pratique, donc la conduite. Le numéro NEPH, commençons par lui. C'est ce numéro-là qui t'identifie en tant qu'élève conducteur et plus tard en tant que conducteur. Donc, c'est ce numéro qui va te suivre durant toute ta formation. Donc, il est indispensable en ce sens où sans lui, tu ne peux pas te présenter aux épreuves de théorie
et de pratique. Surtout à l'épreuve de théorie. Tu verras pourquoi j'insiste dessus dans la suite. Pour l'obtenir, c'est assez simple. C'est sur l'Agence nationale des titres sécurisés, donc l'ANTS. La demande se fait plutôt facilement et rapidement. Elle prend 5 à 10 minutes avec certains documents qu'il faut charger. Et une fois ta demande renseignée, tu as automatiquement, je pense pas qu'il y ait de cas de refus dessus si il y en a pas. Si tu as rempli le formulaire en bonne et due forme, tu recevras ton numéro NEPH sous quelques semaines, en général 2 à 4 semaines. Je te mets en description une vidéo qui te décrit dans le moindre détail comment effectuer cette demande, ce formulaire de demande du numéro NEPH. Et je te mets également le lien vers l'Agence nationale des titres sécurisés pour te connecter. Donc ça, c'est pour le premier numéro indispensable, le numéro NEPH. Ensuite, tu as la partie théorique et la partie pratique. Donc, je vais commencer par la partie pratique peut-être et après je reviendrai sur la partie théorique. La partie pratique, c'est tout simplement s'inscrire en agence parce que la partie pratique, tu ne peux pas la faire indépendamment, au moins pour ce qui est de la conduite traditionnelle parce que tu as plusieurs types de formation à la conduite. Je vais parler principalement de la conduite traditionnelle. Allez, j'ai évoqué les autres, donc parler de toutes, mais peut-être en m'apesantissant moins sur les autres. Tu as la conduite accompagnée, tu as la conduite supervisée et la conduite traditionnelle. Donc, la conduite accompagnée, c'est cette conduite où tu sous-traites ta formation à ton proche, un proche qui est très souvent le parent. Donc, ici, c'est le parent qui assure la formation de, entre guillemets, l'élève qui est très souvent son enfant. Et là, l'auto-école intervient en tant que contrôleur et superviseur de cette formation, entre guillemets, familiale. Donc, elle nécessite toujours de s'inscrire dans une auto-école car c'est l'auto-école qui valide toutes les étapes de la formation. Mais la formation, elle est effectuée dans les grandes lignes par le parent. Donc, on a également la conduite supervisée qui est également à l'image de la conduite accompagnée, à la seule différence qu'on ne peut engager une conduite supervisée qu'après un échec. Donc, ça demande d'avoir un échec à l'épreuve de conduite et après seulement on peut faire la conduite supervisée avec son proche. Mais je ne m'appesantirai pas dessus, je resterai sur le troisième cas qui est la conduite traditionnelle que tout le monde connaît, hein, c'est la plus répandue et je pense qu'il n'y a pas d'intérêt d'aller se tourner vers l'autre conduite tout simplement. Je ne vais pas entrer dans les détails. La conduite traditionnelle, c'est celle que je vous conseille. Donc pour la conduite traditionnelle, ce qu'il faut faire, c'est rechercher une agence qui propose cette formation, vérifier avant les avis sur cette agence, donc de par peut-être les avis que vous aurez de vos proches, les retours que vous pourrez avoir de votre entourage qui a déjà eu à effectuer une formation dans cette auto-école. Et également, regarder les avis en ligne sur cette auto-école. C'est très important parce que les auto-écoles aujourd'hui ont très, très souvent mauvaise presse en ce qui concerne la qualité de la formation. Voilà. La qualité de la formation est fait souvent polémique. Et vu qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, je conseillerais de vraiment bien se renseigner sur l'auto-école dans laquelle on va avant de s'engager. Parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui. Les auto-écoles sont foisonnantes dans l'environnement de formation pour le permis de conduire. Et qui dit multitude dit différents niveaux de qualité. Donc, faites vraiment votre enquête au préalable avant de vous engager dans une auto-école pour cette formation pratique. Maintenant, revenons à la formation théorique. C'était à dessein que j'avais sauté tout à l'heure parce qu'elle est un petit peu spéciale. C'est qu'on peut la faire soit en agence, à l'image, à la même enseigne que la partie pratique, donc dans une agence d'auto-école, mais on peut également la faire tout seul, donc formation personnelle. Donc là, j'en déduis 2 circuits de formation. Premier circuit où on fait sa formation totalement dans une agence, donc partie théorique et partie pratique. Et deuxième circuit où on se forme tout seul sur la partie théorique et après seulement on va s'inscrire en agence pour la partie pratique. Et dans les deux cas, il faut avoir son numéro NEPH parce que sans ce numéro, on ne peut pas se présenter aux épreuves de partie théorique ou de conduite. Donc pour le premier circuit, vous cherchez juste une agence qui est bien notée, bien référencée et vous y allez pour vous inscrire et vous suivez toutes les procédures présentées par cette agence. Pour le deuxième circuit, vous vous formez seul et après seulement vous allez vous inscrire à l'agence.
vous me poserez certainement la question de savoir comment est-ce que vous vous formez seul. C'est via des plateformes en ligne. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui des auto-écoles en ligne, hein, parce que euh, on assiste aujourd'hui à un gros développement de cette forme d'auto-école-là. Donc, c'est des auto-écoles qui n'ont pas de bureau physique, qui sont en ligne. Et ces plateformes en ligne permettent de mettre en relation des élèves qui souhaitent se former avec des moniteurs qui sont très souvent des moniteurs indépendants avec très souvent leur propre voiture. Donc, c'est un système qui prend de plus en plus d'ampleur et qui peut marcher pour certains cas. Donc, voilà, ça peut marcher. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que ces plateformes en ligne mettent souvent à disposition des élèves des plateformes pour la révision du code de la route. J'en ai utilisé lors de ma formation au code de la route il y a quelques années. Je vais donner la référence ici parce que j'ai bien aimé cette plateforme. Elle était vraiment très bien. Je l'ai recommandée et puis les gens ont également apprécié. Donc, c'est En Voiture Simone. Donc, je vous invite à aller sur ce site. Vous avez juste à vous inscrire. La plateforme pour la révision du code, elle est gratuite. En tout cas, elle était avant et je crois qu'elle l'est toujours. Vous me le direz peut-être en commentaire. Donc, vous aurez juste à vous inscrire avec votre email et un mot de passe. Vous aurez accès à la plateforme pour la formation du code de la route. Vous faites votre formation. La plateforme, elle est très bien faite, hein. Elle est ergonomique, elle est méthodologique. Elle facilite vraiment le processus d'apprentissage. Donc, je vous conseille cette plateforme-là si vous souhaitez vous former tout seul. Et pour ce qui est de mon avis personnel, je conseillerais d'opter pour le deuxième circuit pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est déjà moins cher parce que ça ne coûte rien. Vous n'aurez pas de frais de formation théorique à payer dans une agence. Deuxième raison, c'est que ça vous permet d'adapter votre formation. Donc, d'adapter la formation à votre rythme. Si vous voulez aller plus rapidement, si vous voulez aller plus lentement, euh, ça permet voilà, de faire vraiment comme vous le sentez au mieux. En termes de moyens, je pense qu'en un mois, vous arriverez à apprendre sur cette plateforme et à passer le code sans embâche. Et troisième raison, c'est le temps et la disponibilité. Aller en agence pour faire des cours de théorie, ça demande du temps, ça demande la disponibilité sur des créneaux qui ne sont pas toujours les plus favorables parce que très souvent en journée, on est en activité et en soirée, bah, les autres écoles sont fermées. Donc, c'est très souvent compliqué de trouver les plages horaires les moins contraignantes et les plus adaptées. Donc, avoir une plateforme en ligne où vous vous formez tout seul vous permet de travailler à n'importe quelle heure. Vous pourrez réviser le code à 4 heures avant de sortir, à 20 heures le soir, 22 heures. Donc vraiment, ça vous donne une marge de manœuvre vraiment très large sur ce processus d'apprentissage. Et on sait que l'apprentissage est toujours meilleur lorsqu'on est plus libre dans ses mouvements. Donc voilà pour ce qui est de mon avis dessus. Donc pour résumer, processus pour faire son permis de conduire. Numéro NEPH qu'on obtient sur l'Agence nationale des titres sécurisés. Vous avez le lien en barre de description. Partie théorique et partie pratique qu'on peut faire en deux circuits. Premier circuit où on le fait totalement en agence et deuxième circuit où on fait la partie théorique tout seul et la partie pratique en agence. Et pour la partie théorique, on s'inscrit sur des plateformes qui proposent des formations pour l'apprentissage au code de la route. Vous demanderez peut-être pourquoi c'est gratuit. C'est tout simplement que c'est pour vous inciter à vous inscrire après pour la partie pratique. Donc, c'est totalement avantageux pour eux de proposer des plateformes gratuites comme ça. Et après formation individuelle à cette partie théorique, vous pourrez passer le code de la route. Le coût de passage de l'examen du code de la route est de 30 euros. Donc, vous voyez que la somme, elle est plutôt modique pour cette première phase. Après, pour la deuxième, c'est un petit peu plus corsé. Mais si vous avez bien suivi tout le déroulement qu'on a fait avant d'arriver ici, c'est un projet nécessaire qui n'a que des avantages à l'issue. Donc, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ce format, ce thème. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et voilà, c'est vrai qu'on a parlé de voiture et de permis au début, mais là, on a étayé plus largement sur l'aspect permis et un peu moins sur l'aspect voiture. Mais je vous propose de le faire dans une prochaine vidéo où on parlera plus de l'aspect voiture. Donc, est-ce que un Africain en diaspora doit s'acheter une voiture? Si oui, quelles sont les conditions pour qu'il puisse le faire?
quelles sont les procédures pour obtenir une voiture. Et ensuite, je vous raconterai encore là mon expérience personnelle avec les voitures en diaspora. Rendez-vous à la prochaine vidéo. À bientôt.